Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Laurent Gbagbo a récemment annoncé la création d'un nouveau parti politique, avec sans doute, en ligne de mire, la présidentielle de 2025. L'ancien président ivoirien a donc décidé de mettre fin à l'histoire qui le liait au Front populaire ivoirien qu'il a cofondé en 1982. L'opposant et ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne veut pas s'engager dans une bataille juridique avec Pascal Affi N'Guessan pour le contrôle du Front populaire ivoirien. Mais comment bien comprendre cette nouvelle équation politique de Laurent Gbagbo? Suivons maintenant le décryptage des inconnus qui apparaissent dans la nouvelle équation politique de Laurent Gbagbo. Suivons. Quand je suis arrivé à la CPI, j'avais peur, j'ai dit bon ben, écoutez, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont faites à mon nom et que je ne savais pas. Mais quand le procureur et son bureau ont commencé à décliner toutes les accusations, bon, j'ai senti qu'il n'y avait rien. J'ai senti qu'il n'y avait rien. Et à partir de ce moment, j'ai dit à ceux qui venaient me voir que j'allais retourner. Il fait naturellement la une de toute la presse ivoirienne. Moins de 2 mois après son retour au pays, Laurent Gbagbo vient de frapper un grand coup. Il abandonne le FPI qu'il a fondé il y a 39 ans et s'apprête à créer un nouveau parti. Un coup de tonnerre dans la vie politique ivoirienne, plutôt bien accueilli ici à Yopougon, bastion pro-Gbagbo d'Abidjan. Ce militant de la première heure du FPI suivra l'ancien président ivoirien, quoi qu'il arrive. C'est les militants qui font le parti. Les hommes, c'est nous qui votons. Ce n'est pas le parti qui vote. Il y a une idéologie, une ligne de parti. Si tu te dévies, alors on va dans la poubelle. Donc ce n'est pas Affi, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas machin, mais l'idéologie. C'est que la voie que Gbagbo a tracée. Celui qui se trouve dedans, il suit. Pour la jeune génération qui n'a pas connu les débuts du FPI et le combat que ses fondateurs ont porté pour le multipartisme à l'époque, l'annonce est plus déroutante. Le FPI sans Gbagbo, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Parce que nous sommes déjà habitués à Gbagbo au FPI. Si nous sommes au FPI, c'est à cause de Gbagbo. Voilà. Donc le FPI sans Gbagbo, ça va beaucoup nous fragiliser. Laurent Gbagbo a annoncé sa décision lundi, lors d'une réunion fermée au public et aux médias du comité central du parti. Un parti scindé en deux depuis des années, entre un FPI légal et dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan et un FPI historique resté fidèle à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a refusé de s'engager dans une bataille juridique avec son rival et déclaré devant le comité central: laissons Affi avec l'enveloppe et nous avec le contenu. La direction officielle du FPI a pris acte de cette décision. Elle rejette les critiques de Laurent Gbagbo selon lesquelles Pascal Affi N'Guessan et ses proches se seraient accaparés le parti au détriment des militants pro-Gbagbo. Nous n'avons nullement, à aucun moment, mis en avant ce qui pourrait être des sortes de dérapages, c'est-à-dire le culte de la personnalité ou certains autres axes. Donc le FPI reste le FPI et nous respectons tous ceux qui ont concouru à la mise en œuvre de ce parti. Simone Gbagbo, qui a cofondé le FPI, était elle aussi présente lundi à la réunion du comité central. Très applaudie par les militants, elle aurait salué la proposition de l'ancien président ivoirien. Ni elle ni ses proches n'en ont dit plus sur ses intentions. Vous êtes sur Universal News TV. Alors, quel que soit le bout par où commence l'analyse, il faut dire qu'en histoire, il n'y a pas d'achèvement. Donc, la fin, c'est le début de quelque chose. Oui, la fin, c'est le début de quelque chose. Et donc, le retour de Gbagbo s'inscrit dans une étape d'une dynamique en cours. Et alors, il était parti, il pouvait rester. On aurait dit la mort de Gbagbo et la suite de... Bon, maintenant, il est revenu. Il y a des événements qui peuvent échapper aux initiateurs. Je n'aime pas la conviction que Alassane Ouattara l'envoyait à la cour pénale pour s'amuser. C'était pour s'assurer ce pouvoir. Et à l'heure où il part, il a 66 ans. À 66 ans, ce n'est pas le temps d'une nouvelle aventure politique. Donc on l'envoyait comme ça à la caserne et puis ça devait disparaître comme ça. Et je crois que dans les calculs aussi de la France, c'était pour balayer une époque comme ça et s'assurer une nouvelle virginité politique avec le Alassane Ouattara.
en attendant ce qui peut se passer demain. Alors, maintenant, presque toutes les analyses sont d'accord pour mettre un peu le spirituel dans tout ça. Parce que, voilà, à l'heure où il revient, Sarkozy entre en prison. Sarkozy qui avait dit la prison c'est la solution. Il y a le recteur de l'université de Maroua actuel qui a écrit une énorme thèse de doctorat sur résumer la prison comme solution. Et dans ces prisons, il y a tout ce qu'on a appelé les déportations, les ceci, cela. En Gbagbo, on a vu ça. Prison, condamné à l'intérieur du pays, déporté à la Cour pénale internationale. On peut dire, même si la mort l'attrape là-bas, ça entre dans le cours de l'histoire. Bon, il n'est pas mort, mais il est revenu. C'est ce retour qui pose problème. Il n'était pas indiqué comme ça. Ce n'était pas le schéma qu'il ira faire un temps là-bas et il reviendra. L'image que j'ai au Cameroun par rapport à ma thèse, c'est que Monseigneur Albert Ndomo dit qu'il a demandé à Aïdjo, je pars au Canada pour combien de temps? Aïdjo lui a répondu, on verra. Et il dit, j'ai compris que c'était pour toujours. Il est parti, il est mort là-bas, mais le corps est revenu. Plus tard, l'exil sera imposé à Aïdjo. Il est mort à Dakar, le corps est encore là-bas. On peut faire des rapprochements. C'est ça aussi ce qu'on appelle la contingence en histoire. Vous pouvez bien articuler sur quelque chose, mais il y a une partie de Dieu, qu'on y croit ou pas, mais qui échappe à votre contrôle. Je crois que le retour de Gbagbo s'inscrit dans cette dynamique. Et c'est là maintenant les grandes interrogations. Maintenant qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, le chemin n'est pas seulement celui qui est fabriqué par Alassane Ouattara. Prenons localement et en sa faveur. Il désigne quelqu'un comme candidat à la présidence pour se retirer, la personne meurt. Je n'entre pas dans le détail. Parce que dans le détail, on peut évoquer le fait que pour quelqu'un qui souffrait depuis 12 ans du mal de cœur, en lui confiant encore les responsabilités de Premier ministre et plus tard de président, ce n'était pas pour soigner ce cœur. Conclusion, on peut avoir brutalisé sa vie les derniers moments pour justifier le retour en le tuant. Comme ça, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé. Voilà, on a programmé ça à donner autrement. On est revenu. On a programmé pour Gbagbo d'aller à la cour pénale possible pour ne pas espérer un retour. Il est revenu. Donc Gbagbo est de retour. Une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire doit s'inscrire. Est-ce que Gbagbo qui est de retour, quel est son état d'esprit? Est-ce que Gbagbo va se comporter en termes de vengeance, que si un jour je mets la main sur Ouattara, ça va être comme ça? Alors nous entendons déjà le discours en faveur de la réconciliation. Question aussi d'histoire, parce que quoi avait rompu quoi? Alors si on rentre dans cette histoire hier, on va voir que certains historiens pourront parler de naïveté de Gbagbo. Parce que ceux qui ont l'esprit clair dans ce que j'ai dit, et qui étaient comme les Conan Bédier, avaient brandi l'ivoirité pour tenir Ouattara à distance. Gbagbo a fait disparaître ça, et c'est celui qui l'a sauvé en faisant disparaître qui le met en prison. Donc, voilà, tout cela va jouer dans la carte de demain. Et il y aura autour de Gbagbo les gens qui vont lui dire il faut qu'on règle ce code. Mais il y a d'autres qui vont dire il faut l'apaisement. Et dans cet apaisement, j'écoute parler l'archevêque d'Abidjan, qui l'autre jour, recevant Gbagbo à la cathédrale d'Abidjan, a pris le micro et est devenu un impresario pour annoncer que parmi les fidèles de ce jour, on a un fidèle d'une autre carrure, il s'appelle Laurent Koudou Gbagbo. Il est sorti des rangs, il est monté à l'hôtel, on lui a remis un chapelet. Et c'est cet archevêque qui informe que Gbagbo hier avait été baptisé chrétien catholique. Dans l'intervalle, il est devenu évangéliste et sa présence à la cathédrale aujourd'hui, dans son retour en Côte d'Ivoire, est comme une renaissance. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Le président Laurent, à un moment donné, il a quitté l'église pour se faire évangélique.
Après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit non, je reviens. Ça va jouer. Ça va jouer pourquoi? Parce que les images qu'on a vues du bombardement du palais présidentiel ont cité les meubles qui avaient été sauvés. Parmi les choses sauvées, il y avait la Bible. Il y avait la Bible. Dans les éléments qu'on cite maintenant, ça veut dire que dans la vie de Gbagbo, il y a un couloir du divin. S'il revient à l'église catholique, c'est pour obtenir quoi? Quel est le poids de l'église catholique dans l'influence des dynamiques politiques en Côte d'Ivoire? Bien, tout cela va jouer également. Sur le plan politique, il y a des gens qui analysent en disant il est parti avec Charles Blé Goudé, il revient seul. On est en train de torturer le passeport, le retour, le calendrier de Charles Blé Goudé. Et certains ont dit que oui, c'est à dessein. On fait revenir Gbagbo, il est déjà cadavre. Quoi qu'il en soit, il a déjà 76 ans. C'est un plus pour une dynamique de 20 ans. Demain, deux, on a pu créer des cisaillements dans le parti politique qu'il a créé en 1982, le Front populaire ivoirien. Trois, sa famille se déstabilise un peu avec ses problèmes de divorce. Donc, Gbagbo qui revient est une somme de problèmes personnels, une somme de problèmes politiques, une somme de problèmes sociaux à résoudre au même moment. Et il faut être très proche de Dieu pour avoir les contours de comment ça va s'achever. Mais tout cela vont s'interpénétrer et s'inter-influencer pour définir un couloir politique de demain. La Cour pénale internationale, créée par le traité de Rome, comme on l'a dit, c'est presque un peu les derniers nés des institutions internationales nées de la Deuxième Guerre mondiale. Première chose, aucune de ces institutions, quelle que soit leur doctrine, n'était en faveur de ces Noirs-là. Sur le papier, l'ONU est venue remplacer la SDN avec pour mission d'assurer la paix du monde. Mais depuis que l'ONU existe, on a tué plus de gens que dans les deux guerres mondiales réunies. Oui, depuis que l'ONU est là, les preuves sont là, les faits sont là, ce n'est pas imagé. Les faits historiques sont disponibles. Deux, on a créé le Fonds monétaire international. Et comme nous avons eu l'opportunité de le dire, c'est un Camerounais du nom de Tudian Pouemi qui a dit qu'il faut appeler ça Fonds de misère instantané qui plaçait les perfusions sur les malades, quel que soit le diagnostic établi. Il a mal à l'oreille, on dit ajustement structurel. Il a mal à l'orteil, ajustement structurel. Bon, voilà le Fonds monétaire international. Quand par moment je suis les émissions à DBS dans vos débats de DBS matin, il y a des gens qui argumentent ça mieux que ce que je suis en train de dire maintenant pour montrer que toutes ces institutions n'avaient pas été mises sur pied en faveur de l'Afrique. Bien, mais ça s'apitoie sur le fait de l'Afrique. Hein? Pendant longtemps, OMS, au commissariat aux réfugiés, ONU, Fonds monétaire, on voit les images que ces gars font circuler dans le monde. Aujourd'hui, un mot est resté les Éthiopiens. Même si les Éthiopiens mangent bien aujourd'hui, on a l'image de l'autre Éthiopie, de l'autre Soudan, qu'on a fait promener. Personnellement, j'ai eu à stopper un blanc un jour dans la cour du collège Saint-Paul à Bafan, où j'étais à l'époque. Ce blanc avait laissé la mère pour filmer le bébé qu'elle tenait par la main comme ça et les morts descendaient. Et ce sont ces images-là qu'on envoie au monde. Il faut aller sauver cette Afrique qui est pauvre. Il faut aller. Pourtant, comme dit Père Angelbin Vin, comme l'a dit l'ancien secrétaire général de l'OUA, Edem Kodjo, on est assis sur l'or. Quand on lit le livre de Edem Kodjo et Demain l'Afrique, l'étonnement est le même. Comment un continent peut être aussi rassasié de richesses? On parle de scandales géologiques en RDC, en Afrique du Sud, et brandir autant sa capacité de pauvreté sur le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de cohérence là-dedans.
lorsqu'on lit les prouesses de Kadhafi, Kadhafi était en train de vouloir mettre en fonctionnement un forage qui devait avoir 2 milliards de mètres cubes de réserve d'eau au fond du Sahara. Ce que les gens ne savent pas du Sahara, c'est que ce qu'on appelle le Sahel aujourd'hui était de la dimension de la forêt équatoriale. Mais que par un effet de dégradation climatique, cette forêt a disparu. Mais les nappes phréatiques sont là sous les bancs de sable. Et si à côté de ça, maintenant, vous mettez le pétrole, le gaz naturel, et on comprend toute la dimension. On dit pour le cas Cameroun que toute la largeur de la berge à Kribi a une capacité de 2 milliards de mètres cubes de bauxite. Mais on n'a même pas attaqué la bauxite de Mini-Matap dans la Damawa. On n'a pas attaqué la bauxite de Fongo-Tongo, qui constitue autant de réserves dans le panoplie des richesses françaises. Bon, voilà. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la Cour pénale internationale est venue comme un instrument supplémentaire pour étouffer, empêcher le noir de s'exprimer sur le monde. C'est ça. Et c'est pour ça que votre observation est nette. Il n'y a que qu'on juge là-bas. Et Gbagbo, c'est lui seul pour être le premier chef d'État. Il entre dans l'histoire. Le premier chef d'État. Les autres étaient les vice-présidents, les comploteurs dans le noir. Mais il est le premier chef d'État qu'on déporte pour être jugé à la Cour pénale. Ce qui m'intéresse dedans, c'est les conclusions. C'est-à-dire après 10 ans, on n'a rien trouvé. Et les gens ont commencé à dire, on dit que le nouveau procureur a dit qu'il faut que la Cour pénale lave son affront face au monde et face à l'Afrique, pour ne plus être identifié comme une institution qu'on a créée que pour juger les Africains. On a dit si la Cour pénale internationale était là pour juger les crimes de guerre, le premier pays à être traduit là-bas devait être les États-Unis. Les États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire, les États-Unis ont réalisé l'assassinat le plus rapide et avec l'implication, le bombardement de Hiroshima, puisque nous relisons ça a duré quelques secondes pour faire 80 000 morts au point d'impact de la bombe sur la Terre. Or, les livres d'histoire racontent que à partir de ce point d'impact, 2 km à la ronde, tout avait disparu. Tout avait disparu. On est là maintenant à la bombe expérimentale de Hiroshima, qui n'a pas les performances des bombes actuelles. Bon, maintenant, la deuxième bombe qui était prévue pour la ville de Tokyo, la capitale du Japon, n'est pas tombée là-bas parce que la fumée lâchée à Hiroshima étouffait encore l'espace. Pour s'en débarrasser, Nagasaki a fait les frais. Mais là-bas également, on avance le chiffre de 52 000. Si nous ne prenons que ce total, ça fait 130 000 morts en l'espace de quelques secondes. C'est les tueries les plus rapides de l'histoire de l'humanité. Mais depuis lors, Sarkozy, pour être proche de l'Afrique, on a dit que pour le cas de Libye, avec l'assassinat de Kadhafi, Sarkozy devait être à la Cour pénale internationale. Mais si on l'avait même tué plutôt bien, non? C'est-à-dire que c'est bien, on n'a pas perdu de temps pour aller à la Cour pénale, on a débarrassé l'Afrique d'un élément qui gênait sa croissance. Voilà donc toute la doctrine. Et donc, la Cour pénale internationale, même ses propres géniteurs, voient aujourd'hui que s'il n'y a pas une reconversion totale de sa philosophie et de sa manière, de sa méthodologie de se comporter, c'est voué à la mort. Et le procès de Gbagbo démontre à suffire comment une cour en 10 ans n'arrive pas à trouver les arguments suffisants pour condamner un président dont on accuse d'être génocidaire. Il a provoqué une guerre qui a coûté 3000 morts. Maintenant qu'il est acquitté, et c'est encore un mystère, mais il y a eu les morts. Qui a donc tué en Côte d'Ivoire?
qui a donc tué en Côte d'Ivoire. Donc le procès de Gbagbo va marquer un grand tournant dans la vie même de l'institution. Si l'institution ne travaille pas à soigner sa crédibilité, elle va mourir de sa propre mort. Et nous n'aurons pas suffisamment de force. J'ai écouté sur votre plateau, les gens revenus sur la force de la parole. Et en revenant sur la force de la parole, ils reviennent donc sur la force des Écritures, pour ceux qui y croient. Mais qu'on y croit ou pas, nous ne pouvons pas reconstituer l'origine du monde en détail près. On s'arrêtera à la version biblique qui dit que la terre soit et la terre fut. Ce fut d'abord la parole. Et la parole a tellement pesé en histoire que les Américains ont fini par valider la thèse du document oral. Vous voyez, les Blancs ont défini par rapport à l'Afrique l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits, donc depuis l'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Conclusion, les peuples sans écriture n'ont pas d'histoire. Aujourd'hui, on écrit l'histoire avec un arbre. En voyant l'épaisseur des écorces de l'arbre, on détermine à partir de certaines sciences la vie de l'arbre en question. Donc il y a beaucoup de paramètres de lecture de l'histoire aujourd'hui, tant et si bien que ce ne sera plus seulement à partir des écrits. Et donc les Américains ont validé le concept de document oral, mais pour se raccorder surtout aux saintes écritures auxquelles les Américains croient beaucoup. Donc que la terre soit et la terre fut, c'est la parole qui a créé le monde, c'est même pas l'écriture. Dieu ne s'est pas assis quelque part pour dire voici le format et la configuration du monde que j'ai à créer demain, et écrit ça et on est parti lire chapitre par chapitre. Cela veut dire tout simplement que en revenant à la CPI, il y aura cette force conjuguée de la parole du monde qui va maudire la CPI. 2. La CPI aura obligation à partir des procès et de leurs conclusions, et surtout du procès de Gbagbo, de réexaminer ne fût-ce que les 10 ans que Gbagbo a passé là-bas et se réajuster sur les prochains cas à juger. Se réajuster. La Cour pénale ne peut plus, même dans l'aveuglement total, se comporter demain de la manière qu'elle s'est comportée hier. La Cour pénale internationale est la version la plus renouvelée de la Cour pénale qui a jugé les accusés de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est la paix des vainqueurs. Alors les puissants donc se donnent tous les instruments comme ça de contrôle du monde, et donc on a beau faire de créer une Cour pénale internationale, on l'appelle internationale mais à orientation spécifique. Il n'y a que les nègres. Quand on verra un premier blanc, surtout de ce monde occidental, passer par là, et Dieu seul sait combien de clients sont déjà disponibles, même Sarkozy, qui est jugé par le tribunal de son propre pays et condamné, devait aller à la Cour pénale internationale et voir sa condamnation en triple. Qu'est-ce qui se fait qu'entre eux, les loups se broient entre eux, se consomment entre eux? Ce sont les interrogations qui vont marquer le monde de demain, et la Cour pénale sera au nombre des choses que demain l'histoire va juger. Maintenant qu'il est de retour, j'ai fait valider, je continue à m'entêter à croire au couple contingence et histoire. Je continue à croire. Encore que quand je le disais à quelqu'un, un jour, il m'a dit que l'histoire est d'abord la somme des contingences. La personne a résumé comme ça. Et j'ai tendu encore à croire en lui parce que tout ce que nous vivons n'est pas écrit d'avance. Les faits viennent et après on court derrière pour analyser. Demain, c'est comment? Les gens commencent à constater que, avec le retour de Laurent Gbagbo, Alassane n'est même pas au pays. Alors, question, est-ce que c'était un calendrier préétabli de longue date et que les coïncidences sont venues, d'autant plus que l'État ivoirien nous fait croire que ce n'est pas les membres, les partisans de Gbagbo qui l'apprennent aussi que Gbagbo rentre le 17. Pourtant, Alassane avait annoncé que la Côte d'Ivoire prendrait toutes les dispositions pour accueillir Gbagbo. Lorsque maintenant on apprend de l'entourage de Gbagbo qu'il rentre le 17, l'État ivoirien commence à dire nous n'étions pas au courant. Les gens ont même douté si effectivement il peut rentrer le 17. 2. Maintenant en rentrant, Alassane n'est pas là.
certains interprètent en disant que si le bon Dieu revient, le Satan va quitter. Bon, alors, est-ce qu'il est en train de chercher des points de chute nouveaux parce que la Cour pénale a dit qu'on restitue Gbagbo dans tous ses droits. Et il y a ceux qui élèvent le droit pour dire que le premier de ces droits, c'est que s'il a été traduit devant la Cour pénale en tant que président de Côte d'Ivoire qui a tué, s'il est établi qu'il n'a pas tué, il redevient président de Côte d'Ivoire. Étant donné qu'il ne peut pas avoir deux présidents dans un même pays, c'est Ouattara qui assurait l'intérim qui doit dégager parce que le patron est de retour. Possible. Maintenant, Ouattara a pris vite le devant pour dire que l'État ivoirien accordera à Laurent Gbagbo tous les avantages prévus par la réglementation en faveur des anciens chefs d'État. Dans cette déclaration, il exclut déjà l'éventualité que Gbagbo revienne revendiquer une place. Il l'appelle déjà ancien chef de l'État. Bon. Alors tout cela contribue tout simplement à dire que à l'heure actuelle, entre le 17 juin et aujourd'hui, c'est très tôt de répondre à un ensemble de questionnements. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire va témoigner du nombre de coups de téléphone, du nombre de mails, du nombre de SMS qui circulent pour s'interroger sur demain. Qu'est-ce que demain va faire? Et maintenant, pour revenir à l'histoire de l'église, je vous ai pris le rapprochement tout à l'heure, Ahidjo et Ndomo. On n'a pas besoin de convoquer une volonté pour ça. Qu'est-ce qui fait que Ahidjo dorme encore à Dakar? Et qu'est-ce qui fait que ce Ahidjo qui dort à Dakar est celui qui avait envoyé Ndomo en exil? Et Ndomo est rentré comment? Il y a des interrogations de l'histoire comme ça. On n'a pas la capacité d'avoir les éléments de réponse. Moi, j'ai entendu de la bouche de Yondo Black présentant un des ouvrages de Maurice Kamto et les procès qui ont eu lieu. Et il a dit que quand il voit le corps de Ahidjo à Dakar, il se pose beaucoup de questions et demande aux autorités politiques qui sont en place s'ils pensent à l'avenir. Il a cité le camp du président Mobutu qui a régné sur 2 millions de kilomètres carrés, mais qui à l'heure de la fin est mort sur une natte en Côte d'Ivoire. Alors il a cité plein d'exemples comme ça pour demander si ceux-là qui sont au pouvoir s'interrogent fondamentalement sur leur avenir et s'ils ont les clés et les outils de contrôler fondamentalement cet avenir. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et parce que le parcours de Gbagbo est également un enchaînement de points d'interrogation avec réponse possible ici et pas de réponse là-bas, nous n'avons pas les outils nécessaires aujourd'hui pour répondre avec certitude des lendemains, parce que c'est une histoire dynamique. Lorsqu'on célébrait le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique africain, on a demandé à Houphouët-Boigny de faire le bilan. Il a dit comment faire le bilan d'une activité encore en mouvement. Ça va commencer où et s'arrêter où? C'est quand ça finit. Or, aujourd'hui, on entre dans une nouvelle dynamique. Pour terminer sur cette question, j'ai encore, pour moi, j'ai pris à mon compte toute la déclaration de l'archevêque d'Abidjan. Maintenant que le train de réconciliation est lancé, il faut que ça atteigne la gare de la paix. Or, dans cette déclaration, il n'y a pas une distance. Il n'a pas dit que la gare de la paix, qui est à 100 km de nous, il n'y a pas un temps. Il n'a pas dit d'ici la fin du mois. Il n'y a pas. Il y a toute l'élasticité qui gère une partie de la chaîne de notre éternité. Peut-être même que Gbagbo et Alassane Ouattara ne seront plus les deux de ce monde quand certaines conclusions des faits d'aujourd'hui, d'ailleurs même c'est une certitude. Parce que si on leur donne 100 ans à chacun, et donc cela veut dire 24 ans encore pour Gbagbo, et peut-être 22 ou 24 encore aussi pour Alassane, il est très tôt dans 20 ans d'avoir toutes les conclusions des faits historiques d'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, en prenant les éléments comme ça, conjugués à notre petit niveau, nous disons seulement qu'ils auront les ressources humaines et les contingences du temps
pour gérer la partie de leur temps. Les gens qui parlent beaucoup de réconciliation regardent un peu vers l'Afrique du Sud avec l'exemple de Mandela, que vérité et réconciliation. Mais on voit que les tueries qui ont encore lieu en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui ont encore des retentissements qui remontent à la période de Nelson Mandela. Son dossier n'est pas encore clos et nous sommes déjà en 2020, c'est-à-dire 30 ans après sa libération. Donc les faits de l'histoire ont ça comme consistance, comme constance également, de dire que ce n'est pas de tout à l'heure à demain qu'on a les conclusions de certains faits historiques de forte densité, à l'exemple des 10 ans de séjour de Gbagbo à la Cour pénale internationale, d'un ancien président, d'un premier président africain traduit devant cette cour et qui rentre acquitté. Il rentre acquitté. C'est là le dossier. Il rentre acquitté. Qui a donc tué les gens en Côte d'Ivoire? Tout ça fait partie de ce que demain doit gérer. Et ce ne sera plus donc seulement le fait entre deux individus. Votre thématique est bien choisie, mais seulement il faut mettre en exergue l'épreuve de longue durée en histoire. Oui, l'épreuve de longue durée en histoire veut dire qu'il y a des faits historiques dont on peut avoir dans la faiblesse humaine rapidement attirer certaines conclusions comme ça, mais on n'a pas la maîtrise de l'avenir. Et c'est là où, dans le phénomène de longue durée, on arrive à dire la constance. La constance veut dire qu'on a vérifié ça sur des étapes de parcours et il y a des éléments de ressemblance. Ok, si nous prenons donc le cas du premier président ivoirien de l'indépendance et qui est Félix Houphouët-Boigny, on prend Laurent Koudou-Gbagbo, ils ont en termes spirituels d'être catholiques, d'avoir commencé comme ça. Bon, maintenant chez le premier Houphouët-Boigny, il avait une tendance traditionnaliste de premier plan. Il le vivait. Et comme nous avons déjà eu l'opportunité de le dire lors d'une de nos sorties, il y croyait. Et c'est pour ça qu'influençant son comportement, il a dit le chef Baoulé ne connaît pas son successeur de son vivant et n'a donc pas écrit des textes administratifs indiquant que si le président n'est pas là, celui-ci devient cela. Il a manipulé tout ça comme ça là pour qu'il n'y ait pas une fixation sur une personne et tout, avec donc tout ce que ça entraîne. Donc les guerres de succession jusqu'à aujourd'hui sont liées à ce fait qu'il a créé autour de lui des courants d'émergence et qui a créé l'embouteillage à l'heure où il quitte la scène. Troisième chose, nous pouvons également voir, pas seulement en Côte d'Ivoire, que Mandela a fait 27 ans de prison et à la sortie, divorce avait 8 nuits. Là c'est encore très fort parce que des témoignages que nous avons maintenant disent que déjà à l'aéroport, où Simone s'était rendu, il a fait un geste comme ça pour le repousser. Mais à l'aéroport, là où Mandela est sorti, il était accroché sur les bras de sa femme. Mais quelques jours plus tard, on a accusé sa femme d'avoir fomenté un coup qui a tué un noir. Et l'autre est revenu à ses convictions. Il avait déclaré devant le tribunal à Pretoria que je combattrai la discrimination blanche, je combattrai la discrimination noire. Il a dit, parce qu'il ne veut pas de discrimination, quel que soit le bout par lequel ça arrive. Bien maintenant, on est encore en point d'interrogation sur le processus de divorce dont on entend parler. Ce qui est constant également, c'est que la famille, telle que le définissent les Américains, ils disent qu'il n'y a pas d'homme tranquille s'il n'a pas une femme tranquille. Et c'est pour ça que même leur convention, quand on a désigné quelqu'un pour être candidat, le premier discours, c'est le discours de la femme, pour montrer l'unité de la famille autour de leur père, dont on veut en faire un président. Alors, quelle serait l'attitude d'un certain Laurent Gbagbo partagé entre sa vie conjugale dans un processus de divorce? Cela veut dire, suppose être un peu au tribunal lundi matin, pour répondre et sa stabilité spirituelle à la maison et penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. On dit qu'il a à côté une autre petite, comme ça,
l'amour sera partagé entre cette Simone, quelle que soit la force d'un divorce, ça n'efface pas les faits historiques, quel que soit. Et donc, à un moment donné de sa vie, même politique, peut-être qu'il ne peut pas le dire à haute voix, mais il dira, si Simone était ici, là, elle aurait joué tes rôles. Troisième chose, on dit que c'est Simone et lui qui ont créé le FPI dans la clandestinité en 1982. En 1982, c'est-à-dire qu'en 2022, donc demain là, ça fera 40 ans d'un exercice comme ça. Ça ne se balaie pas de ce revers de la main qu'on a vu à l'aéroport. Ça ne se balaie pas. Ça ne se balaie pas. Et quand maintenant, il y a en appui les enfants, ce sont des traces qui font perdurer une relation. La conclusion provisoire que je donne est pratiquement la même. Le temps n'aura pas une vitesse très rapide pour soigner les plaies et les blessures du déchirement. Là, le temps ne va pas, parce que même quelle que soit l'efficacité d'un remède, il y a toujours un temps de guérison. Alors, et maintenant, si ce qu'il faut soigner fait partie des plaies spirituelles humaines, les gens sont partis au tribunal obtenir les divorces. Mais quand vous obtenez un divorce et que vous croisez en route avec difficulté de vous saluer, c'est qu'il y a quelque chose que le papier n'a pas pu arranger. Oui, on a signé sur le papier, mais ça n'enlève pas ça. L'enfant qui est là, c'est vous deux. Ça ne peut pas enlever ça. La déchirure du papier ne peut pas déchirer le lien qui a donné naissance à un enfant. Gbagbo est aujourd'hui, et ce que nous ne souhaitons pas, il ne faut pas qu'il soit plus de questions que de réponses à la préoccupation des Ivoiriens. Ceux qui sont partis l'accueillir à l'aéroport, on a parlé des milliers de personnes, on a parlé. Bon, maintenant, fini le temps de l'euphorie, on passera maintenant dans les jours futurs à la réflexion. Et le parti, certainement, selon ce que disaient les gens, et ça ne pouvait pas rester intact, va subir quelques déchirures dans les pros, dont la séparation du couple va introduire la séparation dans la formation politique. Parce que Mme Simone vient d'un courant social. On peut aimer seulement parce que la sœur est dedans. On peut aimer parce que la sœur qui est dedans est la première dame. On peut. Maintenant que toutes ces ruptures vont s'établir, ça peut également introduire ces déchirures. Deuxièmement, certains ont estimé que Gbagbo aurait encouragé Blé Goudé à créer une formation politique pour que ce soit le relais d'un front populaire ivoirien en voie de décrépitude qui ressurgirait par là-bas, étant donné qu'il a en sa faveur sa jeunesse, à lui individu comme jeune, et ensuite qui draine des foules de jeunes, à basculer ça maintenant dans cette formation politique qui va récupérer les éléments Gbagbo en divorce avec l'ancien FPI. C'est une recomposition sociale, avec possibilité même que des gens quittent même le RHDP, oui, pour virer. Donc, alors, comme ce n'est pas une profession de foi, c'est donc des éléments d'incertitude que seul l'avenir va permettre d'analyser. Et là, on est en plein dans certains faits de l'histoire qui disent que c'est quand ça entre dans la poubelle qu'on peut fouiller pour vérifier. Tout ce qui est lié à Gbagbo aujourd'hui a plus d'incertitude que de certitude. Tout ce qui est lié. Nous, on a eu la chance, et personnellement, j'ai eu la chance d'étudier la vie, la biographie des grands personnages qui ont influencé l'histoire. Et quand je lis ça à travers des personnalités proches de mon territoire culturel et politique qu'est le Cameroun, j'ai des appréhensions quant à vouloir faire une aventure sûre. Pourquoi? Parce que il y a des pro-Gbagbo qui ne juraient que par Gbagbo, mais une fois que la Cour pénale s'est signalée, ils sont partis être des hauts cadres.
On dit que dans le gouvernement d'Alassane, il y a près de 8 ministres qui sortent du Front populaire ivoirien. Près de 8 ministres. On n'a pas dit des cadres influents du parti, mais membres du gouvernement. Et là maintenant, le mot trahison ou pas est là. Là également est l'équation du ventre. Le français Jean-François Bayard a publié 2 livres qui m'ont intéressé, 3 même. L'État au Cameroun. Là c'était essentiellement basé sur les conflits Aïdjo et l'UPC. Il a saisi l'opportunité de cet ouvrage pour parler des autres corps sociaux qui gravitaient autour du pouvoir avec tous les conflits en interne qui accompagnaient cette croissance. Mais à partir du cas du Cameroun, il va écrire le 2e livre, L'État en Afrique, avec un petit sous-titrage, La politique du ventre. Et la première phrase, la chèvre broute là où elle est attachée. Et on lui a posé la question de savoir d'où il tire ce proverbe. Il a dit il est camerounais et correspond à la vie politique de ce pays-là. Ce n'est pas seulement au Cameroun que la chèvre broute là où elle est attachée. Si j'ai pris cet exemple, c'est pour remonter même en Côte d'Ivoire, que ceux qui hier ont quitté le FPI pour aller dans le RHDP, on dit la même chose. La chèvre broute. Maintenant, l'herbe n'est plus fraîche du côté du Front populaire parce que ce départ à la Cour pénale n'a pas un délai. Il y a certains qui disaient qui peuvent dire que s'ils avaient la certitude que ça va faire 10 ans, ils peuvent faire aussi leurs 10 ans de pénitence. En soupçonnant que Babo reviendra, ils vont refaire la vie. Mais plonger dans l'incertitude, il dit non, il ne faut pas faire sa vie comme ça. Et on vient de lui proposer que si tu lâches, et dans ce lâchage, généralement, il y a ce qu'on appelle les trahisons. Donc pour bien s'installer ailleurs, il raconte maintenant toutes les entrailles de son ancien patron et même ajoute un peu quelques épices pour montrer à la fois son importance. La conclusion est la même. C'est que avec le retour de Gbagbo, nous n'aurons pas tout le recensement, mais il y a ceux qui vont même mourir physiquement dans ce retour. On ne va pas poser l'acte de les tuer. Eux-mêmes vont se donner une mort qui va aboutir à la mort physique. Parce que la tonalité de leur engagement de l'autre côté, des trahisons, des tout, ne prévoyait pas jamais un retour de manivelle. Exemple, le retour de Gbagbo. Maintenant, il est revenu. Il est revenu. Comment on va se regarder? Il y a donc ceux qui pourront choisir que je ne peux pas vivre ça de mon vivant. C'est l'histoire seule qui restera. L'anecdote pour faire rire, un papa s'est pendu à Bafoussam un temps parce que les bruits ont couru qu'un journaliste a récupéré la femme du chef à la chefferie. On a posé la question, comme on le dit à l'ouest, sur la peau de panthère, ça veut dire à la maison, donc c'était même pas dehors. On dit oui. Cette histoire, je ne dis pas que j'ai été pour vérifier, mais il semble que ça a été constant. Ils étaient 3 en route quand ils apprennent cette histoire. Est-ce que vous avez aussi appris? On dit quoi? On dit que non, la femme du chef a cédé il y a... Le père a dit aux 2 autres que nous ne pouvons pas être vivants sur cette terre. Les choses comme ça arrivent et on supporte. Il est parti se pendre. Pourquoi? Parce que chez les Bamileke, il y a un adage qui disait à l'époque que quand tu vois quelque chose dont tu as envie et que tu ne peux pas atteindre, l'adage dit, c'est comme si tu avais vu la chose de la femme du chef, n'est-ce pas, voilà, traversant la clôture. Pour dire que quand c'est le chef qui a la main sur ça, on ne peut pas atteindre ça. Mais apprendre aujourd'hui que non seulement quelqu'un a vu la chose du chef, est parti prendre où à la chefferie. Le père là a dit que non, tant qu'eux ils vivent, ils ne peuvent pas supporter des jours comme ça, il est parti se pendre. Donc, alors je prends ça comme image pour dire qu'il y a des gens qui vont se donner une mort personnelle. Dans les affaires de Côte d'Ivoire, l'histoire ne fera pas remonter ça. L'histoire ne pourra même pas établir exactement avec démonstration qu'il est mort à cause de Gon Coulibaly, le premier ministre qui est mort. Nous ne pouvons pas aujourd'hui retracer tout ce qu'il a dit en mourant ou tout ce à quoi il pensait à l'heure de sa mort.
Mais il reste constant que le jour où on dit qu'il est candidat pour remplacer Alassane Ouattara, il y a autour de lui déjà des futures personnes qui se voient heureux. Mais il y a lui-même qui marche maintenant un peu dans l'étoffe du président. Tout cela le torture. Et si le cœur n'est pas assez fort pour encaisser et gérer toutes ces émotions, ce qui est arrivé peut bien arriver. Et donc, il y aura des choses comme ça qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Les transitions, on a vu au Cameroun le choc que le départ de Ahidjo a provoqué. Encore que pour le cas Ahidjo, il n'y avait pas d'éléments dans la nature qui annonçaient ça. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Les gens cherchent aujourd'hui à reconstituer à travers le discours en 69. Il avait dit que mais entre 69 et 82, c'est 13 ans. Oui, on dit qu'il a signé un décret en 1975 nommant Paul Biya comme Premier ministre et qu'en 1979, il dit que le poste de Premier ministre, c'est le poste de dauphin en cas de vacances. Mais tout ça, c'était des architectures. Ça peut faire comme ça 30 ans et ça n'arrive pas comme fait politique. Mais de là à arriver en 82, dans la brutalité, il y a des gens qui n'ont pas pu gérer. Après, on va trouver les arguments qu'il faut pour justifier telle ou telle position. J'ai dit quelque part que lorsqu'Ahidjo démissionne, quelqu'un m'a répondu en disant tout ce que tu dis là est faux. Est-ce qu'Ahidjo a démissionné? C'est la France qui l'a démissionné. Je lui dis que non. Sur le fait de l'analyse historique, on peut aller dans les profondeurs et rechercher et remonter même plus que ça. Mais il reste que le discours du 4 novembre dit « J'ai décidé de démissionner ». On prend d'abord ce fait. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. Il n'a jamais déclaré « la France m'a dit de démissionner ». Mais lorsqu'on analyse les faits, on remonte même à l'année 1970 où il refuse à François Mitterrand de venir défendre la cause d'Omo Wandje. Et parce que François Mitterrand avait déjà été candidat malheureux à la présidence en France, Ahidjo lui dira dans une boutade: le jour où tu es présent en France, interdis-moi l'entrée en France. Il n'avait pas vu un 10 mai 1981 qui s'annonçait 11 ans plus tard. Et la mémoire de Mitterrand n'avait jamais aussi effacé cette boutade. Et lorsque les opportunités historiques arrivent à fixer ce 10 mai 1981, la tête de François Mitterrand apparaît sur les écrans, annonçant le nouveau président de la France. Il y a un Camerounais qui a dit le premier mot que Mitterrand a écrit sur un bout de papier
à son entrée à l'Élysée, c'était le départ d'Ahidjo. Mais l'histoire témoigne que Mitterrand en personne a écrit de sa propre main à Ahidjo, a adressé une lettre qui se résumait en ce que tu n'as plus le parapluie de Paris. Tu n'as plus. Et Ahidjo lui-même, sentant le poids historique de sa déclaration de l'époque, a estimé que la bagarre n'était pas possible. De toutes les solutions qui sont offertes à lui, la démission était la solution. La démission était la solution. Et donc, nous disons tout simplement comme ça, et voilà que c'est dans cette démission que tout ce qui est arrivé est arrivé. Ahidjo n'avait pas démissionné. Dès qu'on aligne les si, on ne peut même pas épuiser. On ne peut pas épuiser les si. Peut-être qu'il serait encore au pouvoir. Les gens ont de la peine aujourd'hui à apprendre que Ahidjo est parti du pouvoir à 58 ans. Hein. Ils ont de la peine. Pourtant, en 82, quand il part, il a 58 ans, né en 1924, officiellement. Les gens ont de la peine à apprendre ça. Les gens ont de la peine à apprendre qu'il n'a fait que 7 ans hors du pouvoir pour mourir. Les gens ont de la peine à apprendre que Ahidjo est mort à 65 ans. Mourir. 65 ans. Parce que si on rapproche ça de son successeur qui est en train de consommer les années, ils disent, mais Ahidjo a même vécu combien de temps? Mais pourtant, le poids des discours d'Ahidjo, c'est encore là aujourd'hui. Alors, pour revenir donc à notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train d'écrire de nouvelles pages de son histoire. Et je crois que Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, lui-même l'a dit, il avait quelqu'un dans son secrétariat dont la mission était de consigner sur papier tous les actes posés par lui, président Gbagbo, au quotidien, sans état d'esprit. Sans état d'esprit veut dire que s'il a appris même que Gbagbo a couché une femme, il consigne ça. Il consigne. Donc comme ça, lui-même un jour revisitera sa propre histoire et peut tirer des leçons. Alors donc, ces nouvelles pages sont en train de s'ouvrir aujourd'hui avec un Gbagbo, désormais ancien chef de l'État, à la reconquête d'un nouvel avenir avec tous les inconnus qui vont peupler ce parcours. En rappel, le 3 avril 2015, la justice ivoirienne avait confirmé Pascal Affi N'Guessan dans sa fonction de président du FPI, et a en même temps interdit les soutiens de Gbagbo d'utiliser le nom du parti. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.